Bonjour, pardon. Nous allons commencer malgré le fait qu'un de nos panélistes va arriver. Voilà, il est en train de se garer. Je pensais qu'il était venu en train. Vous comprendrez pourquoi tout à l'heure quand je le présenterai. Donc moi, je m'appelle Fabrice Pelletier. Je suis designer et auteur de différents ouvrages sur, on dira, la relation du produit, de l'emballage à l'environnement et le design pour les nuls. Aujourd'hui, donc le salon m'a demandé d'animer cette table ronde sur le design avec Damien Perrault, donc, qui est senior vice-président d'Accor. Donc du design chez Accor, du design et de l'innovation. Ah oui, du design et de l'innovation. Oui. Alors ça veut dire quoi d'ailleurs, vice-président du design et de l'innovation? En fait, mon rôle, c'est de définir pour chacune des marques du groupe, donc je ne sais pas si vous connaissez un peu le groupe Accor, mais ça va de Ibis Budget dans le très économique jusqu'à Raffles dans l'ultra-luxe. Et mon rôle, c'est de définir comment est-ce que l'ADN de la marque se traduit en termes d'architecture et d'architecture d'intérieur. Comment est-ce qu'on organise les espaces pour pouvoir faire vivre cette expérience à nos clients. Comment on crée des concepts, ça peut être des concepts de chambre, des concepts de restaurant, des concepts de lobby, des concepts de salle de réunion, etc. On définit tout ça pour qu'en même temps on puisse accompagner nos clients avec la meilleure expérience de marque, qu'on puisse avoir un business très performant pour nos investisseurs, et puis un endroit, c'est ce qu'on essaye aussi d'améliorer, où nos collaborateurs aiment y travailler. Et en même temps, je m'occupe de l'innovation, donc de l'Innovation Lab chez Accor. Et mon rôle, c'est de travailler sur tout ce qui peut permettre d'améliorer la performance de nos marques, mais également de travailler sur des nouveaux services, des nouveaux business, pas forcément à l'intérieur de nos quatre murs de l'hôtel, mais dans ce qu'on appelle l'augmented hospitality, c'est-à-dire tout ce qui peut accompagner nos clients, que ce soit des clients hébergés ou non, dans leur quotidien. Merci. Alors, je suis aussi avec, voilà, tu prends un micro, donc Dominique Paré, donc, qui est le directeur de la Cité du Design à Saint-Étienne. En deux mots aussi. Alors, je ne suis pas encore directeur de la Cité du Design, mais la Cité du Design, c'est un centre d'expertise et de recherche sur les modes de vie et qui analyse qu'est-ce qui va se passer dans 5 ans, dans 10 ans, dans l'industrie, dans le loisir, dans la pratique d'activités sportives. Et moi, à titre personnel, je dirige la société de valorisation qui a vocation d'amener dans le monde opérationnel, dans le monde marchand, en fait, ces prospectives. Et à titre plus personnel, j'ai commencé à m'intéresser au design il y a une dizaine d'années, parce que j'ai un parcours dans le digital et dans l'investissement. Et j'ai découvert que le design était probablement une démarche formidable pour avoir de meilleurs investissements et pouvoir faciliter les transitions, et notamment les transitions numériques. Et progressivement, ça m'a amené en fait à travailler avec des designers. Et nous, notre métier, c'est d'utiliser des prospectives sur les modes de vie, les modes de faire, et d'agréger des équipes de designers pour pouvoir apporter des solutions à des problèmes dans des entreprises ou des collectivités. Alors nous allons accueillir Xavier Allard qui va arriver. Donc je vais quand même démarrer peut-être par le petit slide. Donc la thématique générale du salon, c'est la réindustrialisation responsable. Et le titre de cette conférence que je n'ai pas pondu moi-même, mais on m'a dit, voilà, est-ce que, Fabrice, vous pouvez animer une table ronde sur le design responsable? Donc je me suis dit, le design responsable, qu'est-ce que c'est-à-dire, voilà, comment on peut. Et puis il y a quelques jours, en venant, j'habite pas ici, donc j'ai pris le train, et puis j'avais soif dans le train,
Donc, j'ai été acheter une bouteille d'eau. La mienne était vide. J'avais pas de gourde. Hein. Je veux pas faire l'écolo qui se baladait avec une gourde. J'avais pas de gourde, mais j'avais soif. Et on m'a servi cette bouteille. Donc, comme on s'ennuie un peu dans le train par moment, j'ai commencé à lire cette bouteille et je vois bouteille embouteillée en France 100% éco-responsable. Et là encore, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils veulent bien dire? En quoi une bouteille, puisque moi, mon gros rôle ce que je n'ai pas dit, de designer, je travaille depuis plus de 30 ans sur l'emballage et je suis considéré comme un pionnier de, on va dire, l'éco-conception en emballage. Et là, je me suis dit, 100% éco-responsable. Alors, je vois bien, j'ai lu un petit peu ce qui était marqué sur le côté. Donc, sur le côté, on te dit que la bouteille, elle est constituée à 80% de matériaux renouvelables. Donc, je me suis dit, ça ne justifie pas les 100%. Donc, c'est vraisemblablement pas ça. Après, que la bouteille était recyclable. Mais quand j'ai vu que finalement, dans le train, c'était mélangé avec les déchets par le gars, je me suis dit, elle est peut-être recyclable, mais elle a peu de chances d'être recyclée. Donc, puisqu'ils ne vont pas aller la retrier au milieu des pelures et des objets salis derrière. Et tout simplement, je me suis posé la question, mais en quoi finalement une bouteille d'eau vendue dans un train pouvait être responsable de quelque chose? Une bouteille, c'est responsable de rien. Et que finalement, en termes d'éco-responsabilité, est-ce que finalement, il y avait beaucoup d'éco-responsabilité que de vendre des bouteilles d'eau dans le train? Et en me disant, il y avait peut-être d'autres choses. Donc, la première question que j'avais envie de vous poser à tous les deux et à tous les trois tout à l'heure, c'est que est-ce qu'on n'est pas dans ces allégations et en disant que du design, d'abord, est-ce que le design est responsable de quelque chose? Et est-ce qu'on n'est pas finalement dans des allégations marketing qui flirtent, mais même font plus que flirter avec le greenwashing, si on commence à déclarer, à parler de design responsable? Je sais pas, je peux commencer par toi, Damien. Qu'est-ce que... En fait, ta question, elle est hyper vaste. Je vais essayer de donner une réponse un peu concrète, mais le design responsable, c'est pas de la communication. Design, déjà, le design, c'est dans le côté anglophone du mot, c'est la conception. Donc la conception, c'est le point de départ pour pouvoir répondre à un besoin, pour pouvoir répondre à un usage. Tu en parlais tout à l'heure dans ce que tu fais. Et donc, c'est le design responsable, c'est comment est-ce qu'on va mettre dès le départ un processus pour pouvoir, alors on va dire, au départ, c'était d'éviter le plus possible d'avoir un impact sur l'environnement, etc. Et aujourd'hui, je dois dire, c'est comment est-ce qu'on arrive à avoir une démarche qui est positive vis-à-vis de l'environnement, vis-à-vis même de la biodiversité. On parlait, alors c'est ça, et là ici c'est un magnifique exemple, donc je vais avec mes amis de JL, on est très proches, hein, et on a les mêmes challenges, mais on a déjà un challenge, et il n'est même pas dans une ambition du bien, c'est une ambition qui va devenir réglementaire, c'est que la suppression du plastique à usage unique. Bon, là, on voit qu'on a une bouteille d'eau. Je ne sais pas si toi, tu l'as mis, mais pourquoi est-ce qu'on va emballer notre badge à l'intérieur d'un sachet en plastique qu'on va devoir jeter alors qu'il suffit de faire un petit trou? Faites des petits trous dans les feuilles, dans les feuilles pour éviter d'utiliser ce plastique, parce que finalement, ça, on s'en sert une journée. Je vous assure que le papier, il peut vivre bien plus d'une journée. Donc, pas besoin d'utiliser ce plastique. Ça, c'est vraiment une ambition du passé. Elle est difficile à mettre en œuvre parce qu'il faut qu'il y ait tout l'écosystème qui y participe, les industriels, pour mettre en place ces solutions. Nous, on travaille pour que d'ici la fin de l'année, on arrive à éliminer ces plastiques à usage unique.
Donc ça veut dire des changements d'habitude pour nos clients, des changements d'habitude pour nos opérationnels, trouver d'autres solutions, etc. Ce qui veut dire qu'une trouilloteuse à l'entrée serait quand même mieux exactement. Et donc le design, c'est ça, c'est tout le processus qui va faire qu'à un moment donné, on ait pensé à faire ce petit trou pour que ça devienne intuitif. Et c'est la démarche du départ. Ensuite, donc ça c'était pour le plastique à usage unique. Et vous voyez que même si c'est réglementaire avant la fin de l'année, il y a encore beaucoup de boulot. Ensuite, il y a réduire l'empreinte carbone, ça c'est l'actualité d'aujourd'hui. Et je veux dire, l'actualité, ce qu'on doit faire maintenant et comment on doit agir, c'est sur la biodiversité. Et quand on parle de biodiversité, c'est environnement, mais aussi people. C'est comment est-ce qu'on va faire en sorte que tout ce que l'on va entreprendre permet d'améliorer le bien-être de nos clients, de nos collaborateurs et de nos enfants demain. Et donc, c'est toute cette démarche-là. Et le design, c'est le point de départ. Et c'est pour ça que chez Accor, le design, il est mis vraiment positionné au cœur de la stratégie. Moi, je suis transverse avec le marketing, la technique, le développement, pour que, dès le départ de la conception, on intègre cette donnée-là. Donc, pour nous, ce n'est pas de la communication. Pour nous, c'est un process de conception. Je posais cette question et vous allez volontairement, puisque en fait, j'ai fait plusieurs conférences en expliquant que le design, ce n'était pas la chose, mais l'expérience de la chose. Et c'est bien ce que tu soulignes. Et on en parlait aussi lors de notre préparation d'entretien avec Dominique. Toi, à ça, tu réagis comment et quelle est... tu m'as dit des choses intéressantes lorsqu'on discuter. Cette responsabilité même du design, vous la voyez comment, vous, dans votre... Déjà, cette manière de concevoir a une grande responsabilité. Parce que comme je l'ai découvert, moi, en venant pas de ce milieu-là, je pense que c'est l'issue, en fait, qui nous permettra de relever les challenges, en fait, qui nous font face et pour lesquels la crise sanitaire nous a mis au pied du mur. C'est toujours un peu compliqué de partir de l'objet. Oui. Parce que l'objet, en fait, c'est celui que l'on vend. Donc forcément, à un moment donné, il y a un message publicitaire, en l'occurrence celui-là, 100% éco-responsable, qui ne veut rien dire, mais qui a été conçu pour toucher les gens et probablement qu'il a touché le consommateur. Sauf que le consommateur, lui, n'est pas designer, ne connaît pas la démarche, et lui, il est confronté à l'objet. Donc non seulement il est confronté à l'objet, en plus, on lui raconte quelque chose de complètement abstrait sur l'objet. Donc, pour nous, voilà, ce qu'il faut bien voir, et tu me le disais, c'est que pour beaucoup de tes clients, arriver et te demander, faites-moi un objet, un design éco-responsable. Oui, et nous, on leur répond souvent qu'en fait, une machine, une pièce, un objet, grand public, en fait, il ne peut pas être responsable. C'est un être humain qui est responsable de quelque chose. Et du coup, on les amène à travailler sur quelle est l'expérience qu'ils veulent offrir à leurs clients. Et ça, on le fait à la fois pour des gens qui sont sous-traitants dans l'industrie, comme des startups qui sont en B2C. Et c'est là où le design, en fait, est responsable et en même temps porte une responsabilité dans sa démarche de conception. C'est qu'il va poser les questions, en fait, de l'avant, le pendant et l'après. Et il va poser du coup les bonnes questions du rapport qu'on a à la consommation. Et à partir du moment où en fait on se met à la place de l'usager, de ses pratiques, à la fois actuelles et prospectives, et qu'on comprend son rapport qu'il a à la consommation, on va pouvoir bâtir une expérience qui, elle, va être responsable. Responsable de quoi ? Elle va être responsable du plus faible impact possible sur l'environnement, sur le social, mais aussi, et on y tient beaucoup, parce qu'il n'y a pas une éco-responsabilité, il y en a plusieurs. Mes collègues ont forcément des référentiels d'éco-responsabilité qui ne sont pas les mêmes que de la société qu'on évoquait tout à l'heure, qui fabrique des distributeurs de béton automatiques et qui, elle, évolue dans un environnement du BTP qui a ses propres contraintes. Et souvent, ce qu'on essaye de faire avec nos clients, c'est de les accompagner à construire leur référentiel. Et c'est là où, en fait, finalement, par une entrée qui est souvent le composant et l'objet, on arrive à une approche qui est systémique
Parce que quand on est sous-traitant, on ne peut pas bâtir un référentiel sans travailler avec sa chaîne de valeur et sa chaîne de donneurs d'ordre. On va reprendre là-dessus. J'ai juste un tout petit exemple pour que tout le monde comprenne, et je vais renforcer ton point. Si jamais je demande à un designer de me dessiner une bouteille d'eau éco-responsable, il va venir avec le produit que tu as montré là, comme une des solutions. En fait, le designer, on lui dit autrement, c'est-à-dire que la réflexion, il va se dire, mais finalement, est-ce qu'il ne faut pas trouver un nouvel usage pour l'eau? À Paris, on a une des eaux les plus, pas pures, mais les meilleures en termes de consommation, peut-être bien meilleures que cristalline. Et donc le designer, sa réflexion, ça va être de se dire, mais finalement, c'est détourner cette solution-là et d'en trouver une autre pour que finalement, on aille boire cette eau du robinet. Et c'est là où on va trouver des solutions. Donc comment est-ce que le design va permettre de remonter des solutions qui ne sont pas l'objet de la bouteille, mais finalement un autre usage? Mais tout à fait, parce que lorsque j'ai fait ce post, qui a fait 60 000 vues et plus d'un millier de likes et de commentaires, la conclusion de mon post était de dire, est-ce que l'éco-responsabilité n'est pas plutôt de mettre des fontaines à eau dans les trains plutôt que de vendre des bouteilles? Et donc je fais la transition avec mon ami Xavier Allard, qui est Design Styling Director chez Alstom, donc qui fait des trains, qui n'est pas venu en train, parce que les trains arrivent à l'heure, qui est venu autrement. Et donc je disais, puisque nous avons aussi préparé ensemble, on parlait justement de cette responsabilité, et je crois que vous partagez exactement la même, finalement, un petit peu avec des mots différents, avec des approches différentes, parce que lui fait des trains, toi tu fais des hôtels, des salles de réunion, toi tu travailles sur beaucoup plutôt un monde industriel, moi sur l'emballage, mais finalement on se repartageait. Toi, ta vision de cette responsabilité, tu m'en as aussi parlé il y a quelques jours. Oui, moi la responsabilité d'un designer, je la mets en perspective mais personnellement par rapport à ma déjà longue carrière. En fait, quand j'ai débuté, c'est vrai que le design, c'était exclusivement donc du produit, et c'était du produit, on était à l'époque où la société demandait du produit en masse. Donc on a contribué, nous autres designers des années 80, on a contribué à ça, parce que en effet, la société nous le demandait. Aujourd'hui, en effet, moi je pense que le rôle du designer, c'est aussi de prévoir ce qui va se passer aussi après, c'est de décoder donc des signaux parfois très faibles, donc en effet dans cette société, et puis c'est d'essayer donc en effet de répondre non seulement donc aux demandes de la société, mais aussi donc de prévoir en fait quelles seront donc les prochaines tendances, les prochaines demandes et les prochains enjeux, qui me semblait donc important. Et je pense que nous, designers de notre génération, on a aujourd'hui, on voit aujourd'hui une évolution extrêmement importante donc de notre métier, où en fait aujourd'hui dessiner un produit n'est que en fait la fin du processus, bien loin, positionné très loin, beaucoup plus loin en fait par rapport aux années 80, par rapport à tout ce qu'il faut analyser au départ, et notamment par rapport aux besoins plutôt du service. Et je pense qu'en effet, l'histoire par exemple de la bouteille d'eau à bord d'un train, ben c'est comment désaltérer les passagers à bord d'un train. C'est à la limite, on devrait peut-être même réfléchir peut-être sur le problème de la soif dans le train, quoi, en fait. C'est vraiment remonter donc le problème donc à son origine, plutôt qu'en effet donc de continuer à dessiner en effet des bouteilles d'eau. Donc l'importance du service aujourd'hui, c'est ce qui fait aujourd'hui la différence dans notre métier par rapport à la façon dont notamment moi j'ai été formé, voilà, déjà donc voilà une bonne quarantaine d'années. Ce qui veut dire que tout ça, et vous l'avez dit, s'inscrit. Donc on a bien vu que finalement le design responsable n'était pas l'objet, mais était une démarche
de créatifs, ou de pas que de créatifs, d'analyse. Et je voudrais que vous me parliez chacun, on peut commencer par toi, de vos méthodologies. Quelle méthodologie finalement, parce qu'on parle plus de méthode de conception pour arriver in fine à quelque chose de comment ça s'appelle, à un résultat qui n'est pas forcément même un objet. Quelle méthodologie, quelle assurance que on ne se trompe pas? Est-ce qu'il y a des méthodes de calcul? Est-ce que des audits, du contrôle? On parlait d'analyse de cycle de vie, enfin, on n'en a pas parlé, mais tu parlais de référentiel, et c'est pour ça que je te posais la question au départ. Il y a effectivement une quarantaine de critères environnementaux qui sont bien au-delà du carbone. J'ai entendu le mot biodiversité, la recyclabilité, la fin de vie, l'usage de l'eau, etc. Il y a quand même un certain nombre d'indicateurs. Quels sont les outils méthodologiques que vous employez pour arriver finalement à cette responsabilité in fine? Alors, il y a 2 niveaux. Le premier niveau, c'est la démarche. Donc nous, on s'appuie sur des démarches issues de la sociologie, où on va faire ce qu'on appelle des immersions. On va analyser les comportements de personnes qui correspondent à des potentiels futurs consommateurs ou des consommateurs actuels. Ces gens-là, on va les observer de 2 manières. On va les observer de manière discrète, c'est-à-dire qu'on va être à côté d'eux sans qu'ils le sachent. On va prendre leur place. Quand je dis on, les designers. Et puis on va identifier du coup ce qu'on identifie des irritants. Qu'est-ce qui se passe dans le parcours qui pourrait être amélioré? Ce qu'on a expliqué tout à l'heure. C'est-à-dire que finalement, la solution, c'est peut-être de ne pas avoir de bouteille. Et pour qualifier ces irritants, on va compléter ça par des interviews qui seront plus qualitatives. Cette matière première, en fait, va nous permettre de construire ce qu'on appelle un parcours d'expérience usagée, avec à la fois des points positifs, des points qui commencent à être des irritants et des points négatifs. Et ensuite, on va rentrer dans une deuxième phase, qui est une phase de studio de conception. Alors nous, on fait le choix de travailler sur des périodes très courtes, où on crée des équipes pluridisciplinaires, tout de suite d'ingénieurs, de designers et de marketeurs. Et on les fait travailler en fait sur des solutions. Et ces solutions, dans un deuxième temps, on les ouvre à toutes les parties prenantes de la chaîne de valeur, c'est-à-dire des clients, mais également des gens qui demain vont produire. Exemple, on travaille actuellement pour une start-up qui développe une technologie d'avion électrique qui peut se poser sur l'eau, sur la neige, dans les prés, et qui vole à basse altitude, du coup qui n'est pas contraint en fait par les règlements taux de contrôle, pour faire simple. Cette start-up en fait était partie dans un trip à aller sur les liaisons d'un point A à un point B que font les TGV, etc. Du coup, on a fait des immersions. Et en fait, non. C'est comme pour la bouteille tout à l'heure. En fait, elle a une technologie qui lui permet de remettre en cause tous les axes qui ont été bâtis entre les 2 guerres et les compagnies ferroviaires parisiennes pour desservir le charbon, et l'axe Lille-Paris-Lyon-Marseille, et puis ensuite, de temps en temps, parce que des territoires ont envie d'être desservis, on leur fait une LGV. Non, si je prends l'exemple de la région Auvergne-Rhône-Alpes, aujourd'hui, aller de Saint-Étienne à Grenoble, c'est une vraie galère. Parce que le train, on est obligé de passer par Lyon. Quand on prend la voiture, on prend des bouchons en sortie de Saint-Étienne à Lyon et on met 3h30. Or, avec cet outil-là, en fait, on peut faire un omnibus aérien qui va pouvoir faire des bonds de 40 km posés dans les prés, récupérer des hommes d'affaires au tarif du TGV. De la même manière, des touristes qui descendent à Marseille, aujourd'hui, on les amène au Beau-de-Provence en bus. Demain, avec ce système-là, ils pourraient aller au Puy-en-Velay, ce qui est super cohérent en termes de parcours touristique. Une fois qu'on a mis en place ces scénarios, en fait, l'entreprise s'en empare, les réalise, les teste, et on revient avec une méthode d'évaluation, sachant qu'entre-temps, dans l'équipe pluridisciplinaire, on aurait eu des spécialistes de l'analyse du cycle de vie qui, eux, vont faire des prescriptions en termes de matériaux, de recyclabilité, et en complément en fait, du design d'expérience qu'on aura produit. Et toi... Juste peut-être pour finir, ce qui nous paraît important, c'est que le référentiel d'évaluation, il faut qu'il soit adapté au contexte de l'entreprise. L'entreprise, elle est parfois sur un marché qui ne lui permet pas de tendre vers le 100%. Et là où il y a vraiment un effort à faire sur le plan marketing, c'est qu'il n'y a pas de honte à assumer un 60% quand le référentiel dans le marché il est à 40%. Et c'est là où en fait le greenwashing que tu évoquais tout à l'heure est dangereux. C'est qu'en fait on a imposé le 100%
Alors nous, on est bien placé pour le savoir parce qu'à Saint-Étienne, il y a le groupe Casino qui a été le premier à imposer les étiquettes vertes et qui du coup a biaisé et est allé tout de suite vers ce greenwashing. Donc c'est important d'avoir un référentiel qui est par rapport à celui du marché dans lequel on intervient. Sinon, tout le monde va afficher 100%, le consommateur ne s'y retrouve pas et à la fin, en fait, on n'a pas un vrai impact. Alors ce qui était intéressant, donc on voit bien l'analyse en amont, d'intégrer. Ce que j'ai trouvé intéressant quand j'ai partagé avec ton assistante, c'était où j'ai eu l'impression que chez Accor, il y avait vraiment une démarche assez scientifique, même très scientifique. Je me disais quand moi j'ai ma carte Accor, je vais dans les Ibis-Styles et les hôtels, etc. Je ne pensais pas que c'était à ce point-là, mais on va parler vraiment de grosses phases d'audit en amont. Et surtout, ce qui était intéressant, de phase de vérification systématique par des analyses de cycle de vie de ce que vous faites. Parce que le problème, c'est effectivement d'auditer, d'avoir des idées, de trouver des choses, mais à un moment, il faut quand même monitorer tout ça et se dire, est-ce qu'on n'est pas en train de faire des transferts de pollution, des transferts de consommation? Donc, je voudrais vraiment tu nous expliques un peu la démarche, parce que moi, j'ai trouvé ça assez structuré chez Accor comme façon de faire. Alors, déjà, je vais dire un truc, parce que pour nous, c'est un challenge très très fort à partir du moment où on a cette donnée-là, où il y a beaucoup de gens qui d'ailleurs me critiquent là-dessus, mais on ouvre un hôtel par jour en moyenne par an. Donc, la démarche éco-responsable, quand on a un volume, ou à chaque fois quand on développe un hôtel, c'est avec un investisseur, un partenaire. Donc on a vraiment besoin de mettre une méthodologie qui soit simple, en même temps compréhensible, efficace et performante en termes de business. Donc la première chose, c'est qu'on intègre dans nos standards des règles très simples sur l'éco-conception, pour que l'ensemble des personnes qui vont concevoir un hôtel vont pouvoir l'intégrer, tant au niveau technique, mechanical, electrical, que interdesign et aussi fire safety, etc. Parce que tout ça, ça fait partie de ça. Tout le travail sur l'ergonomie pour nos collaborateurs, parce qu'on parle d'éco-design, c'est bien d'utiliser du bois recyclé, mais si jamais ma femme de chambre, elle se casse le dos pour faire le lit, je ne suis pas éco-responsable. Donc, il y a tout un tas de critères qui sont intégrés dans nos guides de conception pour pouvoir accompagner l'ensemble de nos acteurs. Ensuite, on va sélectionner des labels qui existent déjà, qui vont beaucoup plus loin dans la démarche. On ne va pas en réinventer un, pour que nos propriétaires, quand ils construisent un hôtel, ils respectent un certain label, surtout pour tout ce qui est nouvelle construction. Ensuite, on va essayer de favoriser la conversion de bâtiments existants pour éviter de repartir de zéro. Et on va concevoir des solutions pour pouvoir construire plus vite et d'avoir un impact carbone qui soit moins fort. C'est ça aussi, ça en fait partie. Donc ça, c'est sur la partie design. On va mettre en place aussi des outils, j'appelle ça moi les outils colibri, pour que l'ensemble de nos propriétaires, quand ils vont acheter une chaise, ils vont choisir la chaise non selon le critère design défini par l'architecte d'intérieur, prix par le budget, mais aussi en fonction de son empreinte carbone. Et ça, on fait ça pour chaque élément FF&E, on appelle ça Furniture, Fixture and Equipment, pour qu'il y ait un choix d'éco-conception dans le choix de chacun des items. Ça, c'est vraiment c'est colibri, parce que le poids sur un hôtel, c'est peanuts, mais quand on ouvre un hôtel par jour, si jamais on le fait bien sur chacun des éléments, ça c'est important. Enfin, quand on travaille sur des concepts, c'est bien d'avoir une ambition éco-responsable, mais on mesure le poids. C'est-à-dire que quand je vais définir le nouveau concept de la chambre Novotel, je suis éco dans le process, je fais de l'éco-design, mais je vais le mesurer. C'est quoi l'empreinte carbone de ce nouveau concept? Et je me rends compte encore aujourd'hui, pour vous montrer tout le chemin que j'ai encore à faire, que sur cette chambre-là, j'ai encore 30% de gris que je ne peux pas mesurer. Parce que, en fait, tout ça, c'est dans la conception, mais dans la solution, les fournisseurs, etc., etc. Donc, en fait, on le mesure. Et mesurer, c'est important, parce que mesurer, ça permet de pouvoir identifier les axes de progression
et de se donner en fait des objectifs très, très clairs et très précis. Donc on a cette mesure. Et ça, c'est quelque chose de très nouveau. On parle d'ambition à aujourd'hui une mesure. Et ensuite, sur l'innovation, j'aime beaucoup ce que tu as dit, mais on essaye aussi d'aller un pas un peu plus loin quand on parle de mobilité. C'est si jamais je sais qu'en 2050, la densité des villes va croître de 60%, est-ce qu'il faut que j'invente des nouveaux modes de mobilité ou est-ce qu'il faut que je travaille sur l'immobilité? Vais-je pouvoir agrandir le métro, agrandir les rues pour pouvoir absorber cette croissance de densité? Comment est-ce que je vais faire pour éviter au maximum que les gens aient à se déplacer? Et donc, travailler sur... et quel est le rôle de l'hôtel dans tout ça? Donc finalement, comment l'hôtel va pouvoir répondre aux services de son voisinage pour faire en sorte qu'ils évitent de prendre la voiture, le métro pour aller travailler, etc. Donc ça nous permet de travailler sur des trucs très très loin et de travailler, si on fait ça, en termes de mobilité, on peut réinventer la mobilité. Et là, on va s'associer avec Citroën et je ne sais pas si vous avez vu le concept qu'on a sorti avec eux. On a complètement réinventé le véhicule, complètement autonome, pour que finalement le véhicule, on switch complètement de la perception de la voiture d'aujourd'hui. Avec ces véhicules qui sont partagés, on réinvente les espaces. C'est un véhicule où je vais pouvoir faire mon sport tout en me déplaçant parce que j'aurai quand même besoin de me déplacer. Et donc c'est tout ça, c'est d'aller vraiment très très loin sur les tendances, en prenant en compte les attentes de clients et en provoquant l'avenir. Il faut que nous, grandes entreprises, on provoque le futur. Et c'est bien de travailler avec les startups pour faire plein de petites choses, mais il faut aller plus loin, entre grands groupes, pour faire des innovations qu'on serait incapable de faire tout seul, mais ensemble, on va réussir à provoquer l'avenir. Alors on va se tromper, parce que peut-être que le véhicule qu'on avait avec Citroën, on n'arrivera pas à le mettre en œuvre, mais c'est pas grave, on provoque quelque chose qui va peut-être initier d'autres choses derrière. Alors, et si je prends un dernier exemple sur l'innovation, après j'arrête, c'est sur la gestion des déchets, par exemple. Dans les restaurants, on dit oui, on fait vachement gaffe aux déchets, mais vachement gaffe, ça veut dire quoi? Est-ce qu'on pèse l'ensemble des déchets que l'on a? Donc là, on fait appel à une start-up qui s'appelle Orbis, qui vient mesurer, photographier, identifier ce que l'on jette pour pouvoir nous donner des indications pour qu'on puisse réagir. Donc ça, c'est comment traiter ce qu'on jette. Et en amont, on a monté une start-up avec de l'intelligence artificielle qui va pouvoir prédire, avec un taux de réussite de 95% sur le taux d'occupation et 85% sur les ingrédients, combien je vais avoir de personnes qui vont venir déjeuner chez moi dans 15 jours, à quelle heure ils vont venir et qu'est-ce qu'ils vont manger. Et en fonction de ça, je vais pouvoir commander la bonne quantité d'ingrédients. Et donc ça, c'est comment je vais pouvoir en fait avoir une action qui va permettre en fait d'anticiper la gestion des déchets. Et donc voilà, on a plein d'exemples comme ça sur lesquels on travaille. Donc oui, donc j'ai vu. Alors, vous avez parlé, c'est marrant parce que vous avez parlé tous les deux de mobilité. Et on a un pro de la mobilité à côté de nous, designer, puisque tu as travaillé dans la voiture, si je m'abuse, avant, au départ, et dans la mobilité dans le train. Alors, ça marche comment ça roule comment vos méthodologies? Par rapport à ce que vous avez dit, on me pose souvent la question de savoir à quoi ressemblera le train de demain. Le train de demain, en fait, il va s'appuyer à la fois sur ses avantages liés à son très lointain passé. C'est que c'est un produit qui est durable. Un train aujourd'hui peut rouler sur une voie ferrée qui a été construite au début du XXe siècle. À quelques nuances techniques près, on pourrait faire rouler un TGV sur des voies en effet construites au début du XXe siècle. Le train, c'est une invention quand même de la moitié du XIXe siècle quand même. Donc c'est un système, un concept de mobilité très, très pérenne et du coup durable. Parce que les trains de demain continueront à rouler exactement sur ce même concept. C'est-à-dire en fait des rails, et sur ces rails on met des roues qui sont reliées par un bogie et dessus on met des caisses. Ce concept-là, ça existera pendant encore très 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 longtemps. Après, l'innovation et ce qui fait le train de demain, c'est la flexibilité des aménagements intérieurs. Et c'est ça sur lequel en fait on travaille. Aujourd'hui, on prépare le travail des designers de demain
de telle manière à ce qu'on puisse aujourd'hui créer des expériences de passagers à bord des trains les plus variées possibles et surtout correspondant donc aux attentes de chacun des opérateurs partout dans le monde. Et c'est ce à quoi le train sera différent demain donc d'aujourd'hui, c'est qu'il permettra encore plus de services à bord, encore des expériences passagers plus variées encore, plus intéressantes à mon avis. Et puis aussi, ça permettra de faciliter aussi la rénovation des trains. Donc de faire des systèmes, de faire des trains qui soient encore plus facilement donc, changeables. Enfin, donc, tu me disais aussi que pour le faire, ça avait vraiment, ton métier, il avait vraiment changé quand on discutait et que tu étais vraiment plus complètement dans une réflexion avec des multi-équipes et que ça n'avait... qu'avant, vous étiez très parcellé. Il y avait quelqu'un qui s'occupait du siège, quelqu'un qui s'occupait, je sais pas, du range-bagages, etc. Et que maintenant, tout ça, c'est... Pour définir ces nouvelles expériences passagers à bord des trains, c'est vrai qu'aujourd'hui, on n'est plus trop designer avec un crayon, on n'est plus trop en train de dessiner des produits, mais on est en train d'imaginer donc justement des expériences de vie à bord. Et c'est pour ça, en effet, que aujourd'hui, on travaille en étroite collaboration avec des équipes marketing qui s'occupent donc de l'expérience passager, avec des équipes innovation et stratégie, qui vont parler même d'autre chose que de train, mais qui vont nous parler de phénomènes sociétaux, des évolutions aussi liées à des demandes aujourd'hui d'opérateurs qui ne sont plus uniquement des opérateurs ferroviaires. Il y a aujourd'hui des gens qui achètent des trains, mais dont le métier n'est pas forcément, ou n'a pas été forcément lié au ferroviaire. Ce sont des gens qui s'occupent de tourisme, ce sont des gens qui s'occupent de développement de régions, qui nous achètent en fait des trains. Donc aujourd'hui, le paysage ferroviaire, c'est plus uniquement des constructeurs de trains qui crachent des trains à longueur d'année. C'est plus uniquement des opérateurs et des exploitants ferroviaires historiques. C'est un business donc de la mobilité. Et demain, ce que je peux vous dire, c'est que demain, je ne pense pas qu'Alstom ne fera uniquement que des trains. Alstom fera de la mobilité, mais il le fera sous d'autres choses, sous d'autres façons, vraisemblablement que des trains. Donc ça recoupe sur ce que je vois, l'heure tourne, et puis je vous laisser des parts aux questions, etc. Mais aussi sur quelque chose qui m'a semblé important dans nos discussions, c'est que en fait, c'est pour faire on va dire, pour revenir à un design, en tout cas une expérience globale utilisateur responsable, ce n'est pas une action, mais ça me semble être une multitude de petites actions qui sont faites et qui nécessitent ce travail en équipe. Parce que je repense toujours à une réflexion que j'ai eue j'ai fait une conférence il y a quelques mois avec Jean Jouzel sur lequel en fait j'étais en train d'essayer de classer en disant il faut s'attaquer, effectivement on peut se dire il faut s'attaquer aux grandes sources d'émissions carbone, et Jean Jouzel m'a dit pas que. Parce que pour arriver à zéro émission de carbone, c'est toutes les émissions de carbone qui nous amèneront, les grandes et les petites. Et j'ai aussi aimé cette notion, c'est ce que tu as des exemples de toutes ces petites actions concrètes qu'on peut faire, soit dans ton travail, soit dans une chambre d'hôtel, soit je poserai la question à tous les trois, pour que notre travail, notre responsabilité de designer amène un meilleur impact environnemental à notre création finale, parce que, in fine, c'est bien une chambre d'hôtel, c'est bien un train, c'est bien une bouteille, c'est bien une machine à distribuer de béton qu'on aura. Damien, tu as quelques petits exemples à nous donner de toutes ces petites actions auxquelles on ne penserait pas, et qui font qu'on arrive à quelque chose de meilleur.
C'est une très très bonne question, mais les petites actions, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure, c'est-à-dire c'est d'avoir un réflexe à chaque fois qu'on vient quelque part, d'essayer de se dire est-ce que j'ai vraiment besoin de ça. Je parlais de la pochette là, tout à l'heure en plastique, c'est une toute petite action, parce que la pochette qui m'était destinée, elle est là, elle existe. Mais il faut la faire. L'action qu'on est en train de faire aujourd'hui, très franchement, pour moi, hôtelier, le forum de l'industrie, ça ne m'intéresse pas vraiment. Il y a un autre salon qui s'appelle Change Now, qui est un salon magnifique. J'y suis pas, alors que... Mais en fait, je suis là ici parce que j'ai envie que cette petite chose qu'on est en train de faire là tous ensemble provoque des idées dans l'industrie, qu'il y ait un échange, qu'il y ait un partage. On s'est rencontré avec Xavier par hasard l'année dernière, et c'est cette rencontre qui fait qu'aujourd'hui on discute et on échange beaucoup tous les deux sur des sujets qui pourront avoir un impact peut-être demain qui sera énorme. Et c'est ça en fait. C'est comme dans le design en fait. Il faut provoquer les choses, rencontrer des gens, discuter, échanger, se challenger. Et là, je suis un peu déçu, je dois dire, parce que on a fait l'effort de venir à Villepinte et il n'y a pas beaucoup de monde. Alors oui, on n'est pas des spécialistes et peut-être que de l'industrie et du développement durable dans l'industrie, mais je trouve ça dommage parce que c'est ce partage et ces échanges qui nous rendra tous beaucoup plus efficaces demain et qui permettra par hasard quand même d'inventer des choses pour le futur. Alors on va peut-être tu seras moins déçu si on a 2-3 bonnes questions, donc préparez-la, puisque c'est le colibri, tu parlais du colibri. Un peu. Non, mais tu as raison, moi aussi. Dominique alors moi, je suis un amoureux de l'industrie. Je refuse même de signer des contrats dans le domaine du service pour travailler avec des industriels. Et pourquoi ? Parce qu'en fait, je me rends compte au quotidien qu'il y a une ingéniosité dans l'industrie française qui est incroyable. Et puis, je vais vous donner des exemples en fait de comment parfois un design responsable peut avoir des effets papillons. Parce qu'après, on reste quand même modeste à l'échelle. Nous, ne sommes pas le groupe Accor, donc on n'ouvre pas un hôtel tous les jours, mais on essaye et on se rend compte qu'il y a cet effet papillon. Premier exemple, on a récemment travaillé pour une boîte industrielle qui est sous-traitante pour l'aéronautique et qui fabrique en fait des systèmes de joints pour les systèmes de véhicules de carburant pour les avions, et qui s'intéressait à une technologie que nous on a beaucoup étudiée, qui est les technologies hybrides qui mixent en fait avec des lasers femtosecondes, la fabrication 3D et la microstructuration de surface. Et cette boîte en fait était vraiment sous pression de son donneur d'ordre parce qu'elle fabrique en fait des éléments demi-sphériques qu'elle avait assemblés. Bon, je ne vais pas vous faire la leçon sur l'augmentation des coûts matériaux actuellement, des cols, etc. Il y a le C-Team qui intervenait qui pourrait en parler bien plus que moi. Sauf qu'en fait, avec ces technologies hybrides, on est capable de fabriquer en fait une sphère creuse et en la microstructurant, en lui donnant des propriétés. Ça a eu un effet en fait domino d'expliquer juste comment l'entreprise pouvait s'accaparer la techno à des fins de conception. Et elle va probablement devenir un des leaders du sujet en fait dans les années à venir, parce qu'elle aura, c'est un peu comme la bouteille tout à l'heure, c'est toujours pareil, elle aura fait son pas de côté, elle aura imaginé en fait son produit différemment. Et du coup, il a beaucoup évolué, elle le vend même plus cher, mais il a un impact en termes de consommation de carburant qui est 50 fois plus important. Deuxième exemple, alors là je change totalement de sujet, on va reprendre la distribution de béton. Aujourd'hui, quand on veut faire du béton en tant que bricoleur du dimanche ou petit artisan, je ne parle pas des grosses boîtes, il faut louer une bétonneuse. Donc on va la chercher avec un petit camion, un pack carbone. Il faut doser son ciment et son béton. C'est super compliqué quand on n'est pas un professionnel. Et là, finalement, avec un distributeur automatique, c'est du béton fluide, donc il peut servir à tout. On vient le chercher, on achète un bag à 5 € qui est réutilisable, on remplit le sac de béton. Mais du coup, ça a un impact, un effet boule de neige sur la manière dont les gens font des travaux. On arrête d'acheter en fait du béton en sac qu'on doit doser en fait dans la grande distribution. Donc il n'y a plus d'emballage. Donc deuxième exemple. Et dernier exemple, et je prends celui-là parce que
C'est probablement plus parlant et c'est le moins industriel. C'est une société qui s'appelle La Fabuleuse Cantine qui en fait ne vend dans son restaurant que des invendus de la veille. Et qui en fait a développé un pain, donc rien d'étonnant parce qu'il y a beaucoup de boulangers qui le font aujourd'hui et c'est apprécié, un burger. Et ce burger en fait il s'appelle le Waste. N'importe quel publiciste vous dirait on ne peut pas utiliser ce mot-là pour vendre de l'alimentaire et pourtant ça cartonne. Ils viennent d'ouvrir en fait un resto à La Rochelle, etc. Et à un moment donné, on s'est dit, mais c'est un peu idiot, pourquoi on ne ferait pas ça avec quelqu'un dont le métier est lié à l'alimentaire, qui travaille pour les grandes maisons et restaurants étoilés. Et donc, vous connaissez peut-être la société Révol, qui fabrique en fait de la porcelaine du côté de Valence. Révol a créé une gamme spécifique, à partir de ce petit effet papillon, où en fait, ils utilisent tous leurs déchets pour fabriquer une gamme. Et aujourd'hui, il y a M. Marcon qui leur achète des assiettes. Et je trouve l'histoire très géniale parce qu'à un moment donné, il faut rester modeste dans la conception. Une conception qui n'avait pas d'ambition, en 2 étapes en fait, et j'y crois beaucoup, à ce côté pervasif. Et en plus, aujourd'hui, les réseaux sociaux peuvent aider à tout ça. Ça va arriver en fait sur la table d'un restaurant 3 étoiles. Alors et toi, à quand ma fontaine à eau dans les trains? Ça correspond un peu à mon approche, en effet. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je suis beaucoup plus je rejoins un peu Damien dans le fait qu'aujourd'hui, il faut être... pour être responsable, il faut d'abord s'interroger sur le fait de faire. Et moi, en ce moment, je suis beaucoup plus dans une approche d'être et de permettre aux gens, de permettre à des passagers de train d'être davantage que d'abord commencer à faire. Alors même si je suis en effet aussi un enthousiaste de l'industrie, il y a des choses extraordinaires, mais je pense quand même que notre rôle maintenant, c'est quand même de se poser la question, avant de faire, même de se poser la question sur le pourquoi en fait de ce que l'on va commencer à étudier. Il faut s'interroger en fait réellement sur les besoins de production. Et peut-être s'interroger plutôt sur, en effet, donc le service. La raison, en effet, le service de comment donc apporter à boire aux gens à bord d'un train. Donc redéfinir, en effet, pourquoi pas donc une fontaine à eau, mais redéfinir, en fait, donc justement la distribution de boissons d'une autre façon. J'ai une toute petite question pour l'audience. C'est qui a des business cards aujourd'hui avec lui pour pouvoir échanger et son numéro de téléphone, etc. Qui a une business card? Il n'y en a pas beaucoup. Mais ça, c'est un tout petit exemple, par exemple. Mais ça, je le flash sur un téléphone, ça donne tout de suite toutes mes coordonnées et j'arrête d'imprimer des business cards. Dans un salon comme ça, si jamais tout le monde faisait ça, ce serait une économie quand même non négligeable de papier. Alors ça paraît tout petit, mais en fait, à terme, sur la consommation papier, de cartes qu'on jette très rapidement à la poubelle en plus. C'est vraiment un usage... alors c'est du papier, donc c'est quand même pas... Mais voilà, c'est des petits exemples en fait du quotidien où il faut se dire, bah tiens, comment je vais pouvoir réduire moi-même. Et si jamais... et d'ailleurs, dans les entreprises, il faut écouter les collaborateurs, parce qu'ils ont, eux, plein d'idées, et cette initiative, elle vient d'un de mes collaborateurs qui a sorti ça, et du coup, maintenant, toute mon équipe, on a cette carte pour éviter d'avoir des business cards. Alors, tu es beaucoup plus jeune que moi. Moi, venant du passé, ça fait 30 ans que ma carte de visite, c'est un tampon. J'ai un tampon, je n'ai pas de... Voilà, tu me demandes, donc ça fait toujours réagir les gens, parce que vous avez... voilà, comme on a ça, alors... Et tu as tellement raison et je le ferai plus jamais. Tu vois, on peut toujours avoir le doigt dans le pot de confiture, mais en général, je reprenais le truc et je mettais un coup de tampon comme ça, sachant qu'on sait très bien que la carte de visite, on la gardera pas, on va rentrer ça sur notre smartphone et effectivement, c'est plein de petits gestes comme ça. Merci, on va poser des questions, voilà, parce que je vois... Voilà. Bah, attendez, on va poser des questions maintenant. Alors... Non, mais je vais faire le tour. Comme ça, c'est moi qui vais... Allez-y, madame.
Bonjour, merci. J'ai une question justement sur l'usage du train. Moi, je vois vraiment une grosse source de progression dans l'intermodalité. Par exemple, aujourd'hui, mettre un vélo dans un train, c'est très compliqué. Et on voit aussi des solutions qui existent, par exemple, aux Pays-Bas, sur les tramways, qui poussent en fait des wagons sur lesquels on peut mettre son vélo. Est-ce que c'est quelque chose sur lequel vous travaillez, enfin, voilà, sur cette intermodalité? Oui. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Oui, on a aujourd'hui une véritable volonté de travailler là-dessus, de par donc justement la grande flexibilité des intérieurs. On conçoit nos caisses, ce qu'on appelle ça tout simplement des caisses en blanc, hein, de train, de voiture, on utilise le terme voiture quand ce sont des passagers, et on les utilise de telle manière en fait à permettre justement l'accès à des passagers avec leur vélo, permettant aussi une fixation donc du vélo, tout monté et non pas mis dans une sacoche qui correspond à une contrainte importante. Donc on essaie de faire en sorte, on essaie d'agrandir les entrées de telle manière à ce qu'on puisse passer facilement avec son vélo. On localise les zones vélo près des entrées. Bref, on a ces schémas-là. Oui, on a tout un tas de schémas possibles. On a même pour un opérateur australien, on a même logé des vélos à l'intérieur d'un tramway. Mais le problème, ça ne peut pas être à votre disposition à partir du moment où ça n'est pas spécifié dans un appel d'offres par l'opérateur. Nous, on a des solutions techniques qui sont prêtes, qui sont tout à fait compatibles avec les trains actuellement. Mais la seule chose, c'est qu'il nous faut des commandes, il nous faut des donneurs d'ordre. Si vous allez prendre le train en région Auvergne-Rhône-Alpes ou en PACA, vous n'aurez pas de difficulté pour mettre votre vélo. Ouais. Ah non. Autre question? Moi, je veux juste simplement affirmer un peu par rapport à... On parle de design responsable. Moi, ça m'intéresse parce que je m'intéresse notamment à la conception de produits. Donc, quand on s'intéresse à la conception de produits, automatiquement, on se pose la question de savoir comment on va construire ce produit. Je crois qu'il y a beaucoup de choses déjà. Ce que monsieur a dit déjà, je crois qu'il va falloir limiter en fait la construction d'emballage. Ça, c'est une des choses. Aussi, il va falloir s'orienter aussi sur ce qu'on appelle l'étude des matières. C'est très important, l'étude des matières. Ça va être très important. Et aussi, je crois que l'important, c'est tout ce qui va être... vraiment mettre l'accent sur le recyclable et non plus puiser des matières premières. Voilà. Je pense que ça va être ça. Bien. Merci, il n'y a plus de questions. Donc, je vais... Ah, une question là-bas, excusez-moi. Une autre. Bonjour, merci. Une question, une réflexion surtout sur le design responsable, c'est l'aspect coût de cette démarche. On a parlé d'optimisation de l'orientation du design. Est-ce qu'il peut pas avoir un design responsable qui soit surtout financièrement intéressant? Je pensais aux hôtels notamment. C'est vrai que la démarche est super intéressante, mais est-ce qu'on confirme aussi que être design responsable, c'est aussi gagner de l'argent parce qu'on optimise? Alors, on gagne de l'argent deux fois avec le design responsable. Une première fois, parce que très souvent, en fait, c'est une logique de conception qui est tellement logique qu'elle amène des réductions et des optimisations de coûts, surtout dans le coût de l'usage, dans le coût du transport. Si jamais j'achète local, je vais avoir un coût du transport qui va être bien inférieur sur le coût de l'acheminement. Je vais gagner dans la flexibilité aussi en achetant local. Si j'achète tout mon équipement en Chine, j'ai aucune flexibilité sur la livraison, je peux avoir des retards et ça peut coûter très très cher. Donc en fait, je sécurise mon coût. Sur la consommation aussi de l'énergie, parce qu'en fait, je vais faire un choix où le coût peut-être un peu supérieur sur le coût d'achat, mais ensuite sur le coût du nettoyage, le coût de la maintenance, je vais économiser. Et ça, c'est en bottom line, ce qu'on appelle pour un hôtel en coût opérationnel. C'est tout de suite un résultat qui est en bottom line. Et enfin, la deuxième performance en fait de ce coût-là, c'est la performance de demain.
C'est aujourd'hui, si on ne le fait pas dès maintenant dans un asset, qui est un hôtel, l'hôtel ne vaudra plus rien dans quelques années. La réglementation devient de plus en plus drastique. Si jamais vous voulez revendre votre hôtel dans 10 ans et qu'il n'aura pas été éco-conçu dès le départ, sa valeur sur le marché sera très faible. Mais peut-être en fait, c'est un investissement. C'est un investissement, la démarche éco-responsable. Ouais, mais peut-être que vous évoquez aussi, derrière votre question, vous évoquez ici le dérapage de certains designers stylistes d'un autre temps qui, en fait, surchargeaient donc le produit avec des concepts, des approches extrêmement donc, dépensières. Il faut retirer donc, complètement donc, cette idée-là du vrai designer. Hein. Un designer n'est pas un styliste. Un designer ne réfléchit pas enjoliveur. Certes, on s'occupe d'une certaine qualité, on va dire, esthétique du produit. On en est responsable. Mais jamais on ne commettra donc justement il est 14h32. Juste pour dire, et pour en finir, l'éco-conception, l'éco-design, c'est à minima la fonctionnalité égale. Et il y a le mot éco qui est économique. Et il y a juste une formule que je donne toujours, less is more. Voilà.